tout peut être résolu par un tweet de Trump, hein. Les Américains vont finir par se plier aux exigences chinoises à peu de choses près. Bon, politiquement, c'est intenable. Il n'y aura pas d'alliés dans cette guerre pour ruiner les États-Unis. Il y a un clash actuellement à la Maison-Blanche entre Jérôme Powell et Donald Trump. Pourquoi? Parce que Trump voudrait que donc le patron de la réserve fédérale, qui est l'équivalent donc de Christine Lagarde aux États-Unis, réduise les taux. Donc les taux américains qui doivent être à 3,5, un truc comme ça, qui sont relativement élevés, qui avaient commencé à baisser cette année. Mais là, Jérôme Powell a essayé de prendre une pause au vu de l'incertitude qui se trame. Ce qui a exaspéré évidemment Trump, qui l'a insulté plus ou moins directement sur Twitter en le traitant de loser, en disant qu'il était tout le temps en retard, en l'appelant, Slow Joe, je crois, donc Joe le ralenti et ça a pas fait très plaisir au marché américain. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez remarqué, Trump est pas très, fait un peu n'importe quoi. Or, les marchés américains ont pas envie qu'il soit en plus en charge de la réserve fédérale, sauf que Trump a menacé de virer Jérôme Powell. Alors, il y a un débat juridique sur est-ce qu'il peut le faire ou est-ce qu'il peut pas le faire. Le fait est qu'en l'état, ça paraît quand même assez dur de le virer, mais c'est pas complètement impossible et donc le marché était pas très content de ça parce que ça montre que Trump, non seulement se remet assez peu en question et en plus continue à vouloir, accroître son pouvoir et qui dit accroître son pouvoir, dit pour le marché accroître son pouvoir de créer des bêtises et créer des problèmes. La décision de Powell, elle est débattable. Donc là, ce qu'il a fait, c'est que voilà, il a mis une pause sur la baisse des taux d'intérêt parce qu'a priori, les tarifs vont relancer l'inflation un petit peu. Sauf que l'inflation relancée par les tarifs va être une inflation a priori, pour le coup, artificielle, pas une vraie inflation, juste liée à l'augmentation de prix, à cause des tarifs. Enfin, c'est débattable aussi, mais bref. Et donc, voilà, Trump était absolument furieux de ça parce que, voilà, un moyen de comme vous le savez sans doute, les tarifs Trump vont avoir tendance à ralentir l'économie américaine, voire à la plonger en récession. Et un moyen théorique d'éviter ça, ce serait de baisser très fortement les taux pour réaccélérer la croissance. Le problème, c'est que, voilà, Jérôme Powell a pas envie de le faire, qu'il a peur de l'inflation. Pour plus de ça, il n'a pas forcément l'obligation de, entre guillemets, «corriger les conneries» qui sont créées par Trump artificiellement. Et donc, pour l'instant, il reste sur sa position et il est encore en poste. Si Trump prend la tête de la réserve fédérale, alors le dollar est finito. Ah, c'est un peu ça qui fait peur et on voit d'ailleurs, c'est en fait, c'est la vraie baisse qu'on constate actuellement sur les marchés, en plus du S&P 500, presque la baisse encore pire, c'est le dollar, hein. Le dollar, qui baisse largement par rapport à l'euro et c'est une baisse très rapide, hein. Alors, on n'est pas sur des niveaux qui sont historiquement aberrants évidemment, c'est-à-dire, on revient à des niveaux assez classiques, mais la vitesse de la baisse est quand même assez rare, vous voyez? Ça revient à ce qui s'était passé en 2022, pas non plus, délirant, hein, mais ça baisse assez fort. Là, on a perdu, plus de 10 sur le dollar et ce qui fait qu'en fait, en valeur absolue, le marché américain a quand même perdu pas mal de valeur parce que la monnaie s'est dépréciée et le marché américain, en plus, a plutôt baissé et donc ça crée une espèce de double crise qui, en fait, si on prend les 2 effets cumulés, se cumulent presque au niveau d'un crack financier, et ça, cette baisse du dollar, elle est due en partie, enfin, en grosse partie à ce que fait Trump, à savoir, menacer la crédibilité américaine, sur sa monnaie et prendre des décisions qui font peur aux investisseurs de manière générale. Bon, évidemment, ça s'inscrit dans un contexte de guerre commerciale qui est beaucoup plus vaste que ça et notamment qui a atteint un point culminant avec la Chine, avec un quasi embargo qui est placé de côté. Embargo qui est, voilà, enfin qui est, extrêmement néfaste pour l'économie parce qu'on parle des 2 plus grosses, puissances économiques du monde qui ont une relation d'interdépendance forte sur le commerce. Donc le fait d'avoir un commerce qui s'arrête entre les 2 nations est évidemment très mauvais pour les 2. Alors on va voir si c'est plus mauvais plutôt pour les États-Unis ou pour, la Chine, mais globalement c'est très négatif et donc le marché aimerait beaucoup et c'est ce que le gouvernement, de plus en plus va être contraint de faire, aimerait beaucoup un deal avec les Chinois ou au moins, des progrès ou une pause des tarifs ou, voilà des deals de manière générale, mais, qu'on commence à rétropédaler, à ce niveau-là. Enfin, ils ont déjà commencé, mais, plus spécifiquement sur la Chine, ils aimeraient bien que le gouvernement américain fasse des efforts et il les a fait. Alors voilà, chose assez marrante, donc il y a 3 heures, non, c'est il y a 1 heure, enfin bref, très récemment, elle qui est la porte-parole du gouvernement américain, a fait une déclaration annonçant qu'ils étaient en train de planifier, un deal avec la Chine, mais les mots qu'elle a utilisés sont assez intéressants. And the president and the administration are setting this make a deal with the United States of America. Donc ce qu'elle dit d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui, qui ont mis en avant des propositions pour faire un deal avec les États-Unis. Ça, bon, c'est très probablement vrai, mais ce qu'elle dit ensuite est plus intéressant. And the president and the administration are setting the stage for a deal with China. So Voilà, le président, donc Trump et son administration, donc c'est sous-fifre globalement, heu, sont en train de, on pourrait dire, dresser la table pour un deal avec la Chine. Et c'est une rhétorique qui est assez amusante parce que
en fait, ce qu'elle souligne de manière assez discrète, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt les Américains qui a priori, vont vers les Chinois que l'inverse. Parce qu'on aurait pu croire au début et quand on observe la relation commerciale entre les 2 pays, que ça allait être plutôt les Chinois qui allaient, vouloir négocier un deal le plus vite possible et les Américains qui allaient jouer un peu la fine bouche. Mais progressivement, ce qu'on observe, c'est que c'est le scénario inverse qui se passe, à savoir alors que les Américains ont déclenché cette guerre commerciale, c'est plutôt maintenant les Chinois qui ont intérêt à temporiser. Alors, tout le monde a intérêt à un deal de manière générale parce que c'est trop violent pour l'économie des 2 pays, donc quoi qu'il en soit, il y aura que des perdants si ça continue. Mais les Chinois ont plutôt intérêt à temporiser parce que la pression populaire est pas vraiment de leur côté, parce que diplomatiquement, ce qu'est en train de faire Trump est une très mauvaise idée, parce que, la Chine peut essayer de forger pendant ce temps-là d'autres alliances avec d'autres pays et se positionner de manière plus intéressante diplomatiquement. Puis voilà, encore une fois, c'est pas une démocratie, donc je veux dire, ils ont pas d'élections qui arrivent, c'est pas forcément si grave que ça. Donc même si économiquement pour eux, ça pourrait être dramatique, enfin c'est dramatique, la Chine, a priori, n'est pas demandeuse particulièrement d'un deal. En tout cas, elle est moins que d'habitude. Elle est probablement même moins que les États-Unis actuellement. Elle dit ça pour rassurer les investisseurs. Mais c'est en fait, c'est une dynamique qui se confirme pas mal. Et alors, il y a même alors j'ai perdu la source, mais il y a même des journalistes qui disaient, pendant le week-end que les Chinois avaient même raccroché, enfin, avaient même refusé de prendre au téléphone certains officiels américains pour, signer un deal. C'est-à-dire ils ne sont pas du tout pressés, pour signer un deal, là où les Américains, je veux dire pour Trump et pour l'administration, corriger ce qu'ils sont en train de faire comme globalement comme bêtise, essayer de sécuriser des deals et d'arrêter de faire baisser les marchés et de ralentir l'économie américaine et de tout ça parce que ça commence à peser politiquement ça pèse politiquement très fort sur l'administration et je veux dire les pressions viennent de partout pour, leur dire de se reprendre en main. Les Américains, eux, voilà, sont un peu obligés de faire un deal, donc on se retrouve dans une situation de négociation assez étonnante où c'est plutôt les Chinois qui ont les cartes en main justement, Trump il parlait beaucoup de cartes, qui ont les cartes en main sur ce deal commercial. Bessent qui est donc le secrétaire au trésor américain, ancien, financier donc théoriquement plus proche de Wall Street, même si moi je pense que c'est un type assez épouvantable. Donc ce mec qui est donc plus ou moins le mieux placé dans l'administration de Trump sur ces questions, s'attend à une désescalade dans la lutte tarifaire entre, les États-Unis et la Chine dans un avenir très proche. Ça c'est un communiqué qui est assez récent. Voilà, le secrétaire du Trésor Scott Bessent a déclaré qu'il s'attendait à une désescalade dans un avenir très proche. Donc ça, évidemment, c'est pour rassurer les marchés, encore une fois, et pour rassurer même, tous les partenaires, économiques et politiques que peuvent avoir les républicains. Mais voilà, lui-même qualifie donc la propre lutte qu'ils sont en train de mener tarifaire de exorbitante, et de insoutenable. Ce qui est vrai, enfin, c'est-à-dire c'est très compliqué à soutenir pour les 2 pays, mais c'est quand même un retournement de veste assez étonnant quand il y a pas plus tard qu'il y a, je sais pas, que 5 jours, à peu de choses près, les Américains étaient hyper motivés sur la Chine et n'allaient pas reculer, machin et ceci et cela. Lui qui est donc plus ou moins le numéro 2 sur cette question derrière Trump, alors c'est Trump qui prend toutes les décisions et on l'a bien vu, mais c'est à peu de choses près le mieux placé, derrière lui. Lui-même critique sa propre mesure, hein, ce qui est assez étonnant et on voit que le retournement est de plus en plus fort. Voilà, il a pris évidemment la parole au cours d'un sommet d'investisseurs organisé par JP Morgan. Bon, mais je veux dire et c'est de ça dont on parlait depuis un certain temps, c'est une position pour Trump, à tenir ces positions-là qu'il a sur la Chine, sur les tarifs et cetera, sur le long terme, ça va être épouvantablement difficile parce que toute la société américaine, qu'elle soit politique, économique, et même les gens en général, vont, tout faire pour qu'il arrête de faire ça. Je veux dire, comment est-ce que tu tiens sur le long terme avec une pression pareille? C'est très, très dur. Là où du côté chinois, bon, la pression, oui, je suppose qu'elle est aussi assez forte. Les Chinois vont pas aller manifester, vont pas aller manifester dans la rue. Il va pas avoir d'investisseurs privés des grandes banques qui vont venir mettre la pression à Xi Jinping. D'ailleurs, c'est pas la même situation. Les Chinois vont se rapprocher de lui. Bah, c'est ce qu'on va voir, en fait. Comme disait Napoléon, «N'arrête surtout pas ton adversaire quand il est en train de faire une grosse erreur» et là, les Chinois analysent bien la situation et se disent: «OK, oui, économiquement pour nous, ça peut être un certain désastre, en tout cas, enfin, c'est économiquement très négatif de plus faire de commerce avec les États-Unis parce que c'est un marché énorme, on vend énormément là-dessus et en plus, du jour au lendemain comme ça induit des pertes économiques qui sont gigantesques pour beaucoup de boîtes chinoises, donc c'est très mauvais pour eux aussi, mais ça peut leur permettre sur le long terme, d'un point de vue diplomatique, de, créer de certaines opportunités et c'est ce qu'on voit, chose qui aurait été impensable il y a quelques mois. Le premier ministre chinois, appelle le Japon à lutter ensemble contre les tarifs américains. Alors, historiquement, le Japon et la Chine n'ont pas une bonne relation du tout, hein, si vous connaissez un peu les différentes guerres qui ont même pas que enfin, c'est historiquement une relation qui est assez, tendue. Pour autant, face à l'ennemi américain, j'ai envie de dire, alors
Bah, ça serait, pour l'instant, ce n'est qu'une déclaration. Mais vous voyez que ça change les lignes assez vite et quand tu as le choix entre finalement Trump et Xi Jinping, je veux dire, dans ce cas-là, bah, ça donne un poids diplomatique qui pourrait fragiliser des alliances américaines. Donc, alliance américaine avec le Japon qui emmer la Chine était très mécontente que les Américains soient si proches du Japon. Eux, ils ont tout intérêt à ce que le Japon et les Américains soient plus indépendants, l'un de l'autre pour pouvoir, bah, gagner en influence, pas se faire trop encercler, sur son propre territoire et cetera. Enfin, c'est pas une alliance qui ravit les Chinois, au contraire et s'ils peuvent écarter un peu les États-Unis et prendre un peu plus de place avec le Japon, par exemple, je veux dire, c'est une opportunité diplomatique long terme qui est très intéressante et on voit ça aussi avec l'Europe. Alors j'ai plus j'ai pas l'article là que j'ai pris, mais on voit aussi qu'avec l'Europe, il y a des négociations qui sont en cours sur comment est-ce qu'ils peuvent, potentiellement, se rapprocher un petit peu. C'est une situation qui finalement les Chinois, ils sont pas mécontents de prolonger cette guerre commerciale et c'est ça en fait le principal problème à mon avis qui pèse sur les marchés financiers, c'est que je pense que les marchés ont un peu peur que cette guerre commerciale dure plus longtemps que prévu parce que je pense que les marchés jusqu'à pas très longtemps, y croyaient assez peu et à raison, parce que je pense que c'était intenable et je pense que beaucoup de gens savaient que c'était intenable du côté de Trump. Mais si maintenant les Chinois commencent à faire exprès de prolonger la guerre commerciale, bah, ça peut faire durer, un peu plus longtemps cette situation. Alors combien de temps exactement? On ne sait pas, enfin pour l'instant c'est très prématuré de dire tout ça. Je pense qu'ils vont finir par trouver un accord assez vite parce que les intérêts financiers sont tellement énormes que ça devrait se mettre en place. Mais de facto entre un régime chinois qui est dirigé par un dictateur et un régime américain qui est dirigé de manière assez, dogmatique par Trump, qui a pas vraiment de contre-pouvoir, c'est-à-dire, c'est une situation qui est tout de même assez instable et c'est ça en grande partie qui justifie, voilà, des marchés et des marchés américains et un dollar qui sont fragiles en ce moment. Mon portefeuille 60 World Quality, 10 Global High Yield, 10 euro inflation, 10 gold, 10 bitcoin. Je suis impressionné par la résilience de mon portefeuille. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les portefeuilles résilients en temps de crise, globalement, historiquement, ne performent pas. Enfin, je sais que ça peut paraître, contre-intuitif, mais globalement, en fait, tous les actifs ont globalement un espèce de ratio risque-rendement et plus une boîte baisse en temps de crise, plus elle va remonter en moyenne sur le long terme. Donc, il ne faut pas forcément viser trop la résilience en bourse parce que, je veux dire, si tu vises, l'ultra résilience, si tu fais des tests sur 100 ans, l'ultra résilience ne rapporte pas non plus des sommes, phénoménales. Effectivement, c'est la baisse du dollar qui est presque plus handicapante que la baisse des indices. Après évidemment, tout c'était l'ancien titre du stream, tout peut être résolu par un tweet de Trump, hein. C'est là où je pense que pas que les marchés s'inquiètent trop, c'est que je pense que les Américains vont finir par se plier aux exigences chinoises à peu de choses près, vont négocier un deal qui va être enfin, politiquement, c'est intenable. On voit bien que Trump a déjà fait énormément de concessions en réalité. Il a fait 90 jours de pause, il a fait des concessions avec des exceptions énormes sur les technologies, sur, les produits pharmaceutiques. Il a toujours pas mis en place, les tarifs sur les produits pharmaceutiques, je crois. Enfin, il y a beaucoup de concessions qui ont déjà été faites, alors que ça fait que quelques semaines que c'est annoncé et je pense qu'il va continuer à faire des concessions à vitesse grand V parce que c'est intenable politiquement. Il n'aura pas d'alliés dans cette guerre, pour ruiner les États-Unis. Ton avis sur la position de l'UE par rapport à la baisse du dollar? Bah, ce qui est sûr, c'est que ce que fait Trump, c'est saboter les États-Unis. Les États-Unis qui étaient la puissance hégémonique absolue dans le monde, quoi qu'on en dise, hein. C'est extraordinairement puissant d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue économique, avec, leur contrôle, voilà, comme vous le savez, de la monnaie, des plus grandes entreprises avec une influence, diplomatique et militaire gigantesque. Cette bourde de Trump est en train de leur coûter assez cher, ce qui place forcément les autres blocs, la Chine, mais peut-être encore plus l'Europe, paradoxalement, puisque l'Europe n'est pas vraiment en guerre commerciale avec les États-Unis actuellement, en tout cas de manière beaucoup plus réduite. Et pourtant, elle bénéficie d'un point de vue diplomatique autant de cette situation que la Chine. La Chine va avoir un gros intérêt à faire un deal avec l'Europe. Beaucoup de pays comme le Canada, comme le Mexique vont avoir un gros intérêt à faire des deals avec l'Europe en plus. Et l'Europe apparaît comme le partenaire commercial le plus stable par défaut parce qu'il y a 27 pays. Cette structure qui est très peu agile de l'Europe, dans ce scénario dans lequel l'instabilité fait peur, je veux dire, elle est très appréciable pour les investisseurs. Après, l'Europe a toujours ses problèmes structurels très importants, avec une population vieillissante, pas beaucoup de technologie, voilà, des gouvernements qui, vont un peu dans toutes les directions. Donc je serais pas non plus, enfin ça n'annule pas les problèmes historique de l'Europe, mais ça renforce ses qualités qui sont la stabilité, notamment monétaire et économique. Je pense qu'une troisième vague baissière est à venir. Bah, peut-être, hein, je veux dire, mais moi j'avoue que j'ai comme depuis juillet, depuis un certain temps, je pense que c'est intenable politiquement
Je pense que les Chinois le savent et c'est pour ça qu'ils jouent un peu dessus, mais les Américains vont devoir mettre de l'eau dans leur vin ont mis de l'eau dans leur vin et vont devoir continuer à mettre de l'eau dans leur vin très vite parce que je continue à penser que c'est complètement intenable politiquement et je veux dire, je suis pas le seul. Vous voyez, les Chinois pensent la même chose, les Européens finalement, personne ne se précipite tant que ça pour faire des deals. Pourquoi? Parce que, la plupart des gens se rendent bien compte que c'est les premières victimes vont être les Américains et Trump va être le premier à subir les conséquences de ce qu'il fait. Donc c'est vraiment une stratégie de négociation qui est, épouvantable, d'autant plus que si Trump avait négocié de manière, neutre, juste en visant une certaine zone en priorité, par exemple, d'abord la Chine, en faisant ça de manière plus graduelle, plus progressive, mieux, il aurait eu une force sur la négociation qui aurait été immense. Beaucoup d'alliés parce que l'Europe se serait facilement alliée avec eux parce que l'Europe ont aussi certains problèmes commerciaux avec la Chine. Je veux dire ça aurait été vraiment assez simple de négocier un deal très intéressant. Heu mais la négociation a été faite de manière tellement mauvaise, qu'il a réussi à inverser la situation de force, ce qui est vraiment une prouesse, hein. Parce que je veux dire, économiquement, les Américains ont beaucoup moins besoin de la Chine que la Chine a besoin des Américains. La Chine ont besoin de vendre leurs produits, les Américains ont pas besoin, de manière vitale de les acheter. Enfin oui et non, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'ils pourraient acheter ailleurs, au Vietnam, en Thaïlande, ceci et cela. S'ils avaient fait de manière plus intelligente, c'était assez facile à faire. Il a vraiment décidé de le faire de la manière la plus mauvaise possible, hein, et au début, beaucoup de gens en doutaient. Maintenant, ça paraît assez évident. Il y avait la prise de parole de Bernard Arnault. Oui, bon là, ça, c'est le Besson, vous voyez, donc le secrétaire au trésor américain qui dit, «Personne, dans l'administration ne considère que le statu quo, sur les tarifs chinois sont tenables sur le long terme». Donc quand il dit «personne dans l'administration», il parle même de Trump. Donc ça veut dire il avoue lui-même, il est en train de révéler en direct à la télévision que Trump bluffe et que les tarifs de 245, il peut les tenir que quelques jours, quelques semaines maximum. Vous voyez? Donc c'est un retournement de veste qui est quand même extrêmement, étonnant pour un responsable politique qui disait littéralement l'inverse il y a même pas une semaine. Qui disait: «La Chine, est un voleur, il faut absolument arrêter tout commerce avec la Chine, c'est terminé», le mec, change complètement de position, en réalité très vite, hein. Pourquoi? Parce que, comme le dit Trump, le deep state américain va pas se laisser va pas laisser Trump ruiner les États-Unis sans rien faire. La baisse a pas été assez longue à mon goût. Après, c'est une crise qui n'a pas beaucoup de sens, enfin qui est pas très, faut garder à l'esprit que c'est pas une vraie crise, quoi. C'est une crise qui est administrée, donc c'est très particulier. C'est-à-dire, la durée de la baisse dépend uniquement d'un homme et de ses tweets. Je veux dire, c'est très paradoxal, très bizarroïde, mais c'est à peu près ça.